Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, pour donner le goût de la philosophie à ses élèves, un professeur de lycée s'est lancé sur TikTok où il présente à la fois le cursus scolaire, les grands concepts et les penseurs philosophiques à ses élèves. Il cumule les vues et les likes depuis son lancement et on voit ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de cette émission. Jeanne, avec vous, voyage au pays de l'odorat tout à l'heure, puisqu'à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end, vous nous emmenez dans le sud et plus précisément à Grasse. Absolument, et l'importance de l'art du parfum dans cette région historique nous amènera à tenter de comprendre pourquoi l'odorat est ce parent pauvre de nos cinq sens et pourquoi il est si peu sollicité dans la culture en général. Donc, escapade 100% olfactive et réflexive tout à l'heure. Exceptionnel. Et puis, la société numérique dans laquelle on vit a révolutionné notre vie, à la fois notre manière de travailler, aussi d'échanger et puis d'interagir. Vous le savez, le digital a apporté tout un tas de belles solutions aussi et d'opportunités, mais a aussi créé de belles inégalités, donnant naissance à ce qu'on appelle la fracture numérique. On en a beaucoup entendu parler, mais qu'est-ce que c'est? On va en parler dans un instant avec notre invité du jour, Benjamin Marteau. Vous êtes directeur de la start-up d'État Pix. Bonjour. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et c'est parti pour un petit peu de philosophie aujourd'hui. Professeur de lycée Jean Moulin de Forbach, Rémi Ross, c'est le nom de ce professeur, a trouvé une solution pour intéresser ses élèves à ses cours. Il a distillé une partie de son petit programme dans des vidéos TikTok. En réalité, elle est bien plus loin que ça parce que très rapidement, plus de 5000 personnes se sont abonnées à son compte sur TikTok. Son compte baptisé l'Antique 399. On regarde ça avec Xavier Terrade. J'aimerais évoquer avec vous, tout simplement, la fonction de la philosophie. On demande souvent à quoi ça sert. Mieux qu'une simple fiche de lecture, il y a les vidéos de Rémi Roth, plus connu sur TikTok sous le nom de l'Antique 399. Le professeur de philosophie du lycée Jean Moulin de Forbach a plus de 5000 abonnés. C'est à la bibliothèque de Nancy qu'il a tourné certaines de ses vidéos dans lesquelles il rappelle les éléments essentiels du programme. Même si Freud n'existe pas, les thèses de Freud, notamment relatives aux rêves, sont déjà présentes en partie chez Platon. En 2022, ces cours ont tapé dans l'œil de M6. Après avoir réalisé un reportage sur lui, la chaîne l'a choisi pour relever le défi de répondre en 1 minute à un sujet du bac. Au fil de ces vidéos, les élèves ont appris à mieux connaître ce professeur TikToker. Rémi Roth a la philo chevillée au corps. Même ses tatouages ont un sens philosophique. J'ai un certain nombre de tatouages qui représentent des éléments de la nature. Le principal, le premier que j'ai fait, est un bâton d'Asclépios. C'est un symbole mythologique grec, une fois de plus. Asclépios, c'est le dieu de la santé, de la médecine. Vous avez peut-être déjà vu cet élément sur les pharmacies, par exemple. C'est le symbole de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai voulu rajouter des feuilles d'olivier à ce tatouage pour évoquer une fois de plus la Grèce antique. Le deuxième, cette coupe avec ses feuilles, il s'agit une fois de plus d'une référence à la philosophie, un événement très marquant, la mort de Socrate. C'est notamment pour ça que le pseudonyme est l'Antique 399, 399 étant la date du procès et de la mort de Socrate. Avec sourire, Rémi Roth répond aux sempiternelles questions philosophiques du genre « Qu'est-ce que l'art ?» Mais je ne sais pas quoi dire. Étant donné que l'art est quelque chose de subjectif, tout peut être art. Avant de se quitter, l'Antique 399 laisse un dernier conseil à tous ceux qui préparent le baccalauréat. Il ne faut pas prendre l'épreuve de philosophie comme quelque chose d'extérieur à soi, mais comme un défi que l'on se donne à soi-même. L'ultime conseil que je peux vous donner pour le jour du bac, c'est de vous faire plaisir, on le verra avec la notion de bonheur, mais également de prendre la question comme si elle vous concernait. Spécialisé dans l'évaluation et le développement de compétences numériques tout au long de la vie, Pix est le résultat d'une belle collaboration entre les méthodes des startups et la force de frappe de l'État, avec pour objectif d'accompagner la transition numérique de notre société et notamment des élèves. En quoi ça consiste et comment Pix peut nous aider dans notre quotidien, dans notre maîtrise du digital? On va en parler dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler, Benjamin Marteau, vous êtes directeur de la start-up d'État Pix. On en parle beaucoup de cette fracture numérique depuis des mois. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement justement ce qui se cache derrière ce terme? Alors la fracture numérique, c'est un terme qui est d'ailleurs
très employé, mais aussi très débattu. Moi, j'ai coutume de dire qu'on en a plusieurs. Il y a une fracture en termes d'équipement. Tout le monde n'a pas toujours accès aux équipements informatiques. Alors, le smartphone maintenant est bien répandu, mais on n'a pas toujours accès à un ordinateur chez soi dans de bonnes conditions. On a une fracture en termes de réseau, par exemple. On a des zones blanches encore sur le territoire, même si on travaille à les réduire. Et on a de la fracture qui, à mon sens, est la plus grave et la plus importante. C'est la fracture en termes de compétences numériques. Ces compétences dont on a besoin dans la vie de tous les jours, que ce soit dans son métier, dans sa vie familiale, associative. On l'a vu pendant le Covid, mais on le voit toujours aujourd'hui, et également à l'école. Et les compétences numériques, pour nous, il est essentiel de les développer. Et on ne peut pas se satisfaire de laisser des gens en difficulté sur cette matière-là. Quels sont les groupes de personnes aujourd'hui qui sont le plus touchés par cette fracture numérique? C'est les écoliers, les jeunes, ce sont les gens qui habitent dans des zones rurales? Alors là, on est en train de lancer, côté Pix, un observatoire de ces compétences numériques sur la base de nos données. Parce qu'aujourd'hui, Pix est une plateforme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme en ligne. Vous pouvez y aller sur pix.fr, c'est ouvert à tout le monde, c'est un service public. On a un peu plus de 6,5 millions d'utilisateurs. Donc on commence à pouvoir en dire des choses de ces compétences et de ces niveaux. Et on travaille à la création d'un observatoire des compétences numériques des Françaises et des Français sur la base de ça. Et dans lequel on donnera des éclairages plus précis sur où se trouvent les fractures, sur quelles thématiques on les observe, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes fractures sur les questions de cybersécurité, parce que la question des mots de passe, par exemple, dans la vie de tous les jours, ou sur la question de savoir chercher d'informations en ligne. Donc on donnera un certain nombre d'éléments là-dessus. Un des points que j'aimerais partager, c'est que la fracture numérique, elle n'est pas que entre des gens. Elle est au sein de chacun d'entre nous. On a tous un risque de décrochage numérique. Pix, ce n'est pas que pour des gens qui se sentiraient éloignés du numérique. Je prends un exemple. Je pense que vous êtes plutôt à l'aise en plateau sur le numérique. Je le postule, je n'ai pas à vérifier. Néanmoins, quand on commence à parler de RGPD, donc les règlements généraux pour la protection des données personnelles, qui est sorti, on peut se retrouver en situation de « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que je suis dans la légalité, en fait, dans mes pratiques numériques ?» Ça, c'est un sujet de potentiel décrochage numérique qui nous guette, en quelque sorte, toutes et tous dans nos vies. La mission que l'on se donne côté Pix, c'est d'aider tout un chacun à cultiver ses compétences numériques, à ne pas décrocher en quelque sorte tout au long de la vie, en commençant à l'école et en allant jusqu'au grand âge. Comment vous faites justement pour les aider? Comment ça se passe concrètement? On s'inscrit en tant qu'utilisateur sur votre plateforme, on a un bilan de compétences qui juge de notre attitude au numérique. Racontez-nous. Alors, donc, je vous indiquais que Pix a pour mission d'aider tout un chacun à cultiver ses compétences numériques. Concrètement, on rend 3 services. Pix n'est pas toujours utilisé de la même manière selon les contextes, et je pense que c'est une richesse, ça dépend aussi des usages pédagogiques qui en sont faits, mais globalement, on rend un premier service qui est de tester. C'est-à-dire, tout acte pédagogique, il commence quand même par évaluer la situation de départ de la personne. Donc, on vous fait un test. Ce test de compétences, il a différentes propriétés dont on est très fier. Déjà, il est adaptatif, c'est-à-dire que c'est bien sympathique de tester les gens, mais si c'est pour leur dire, écoutez, vous n'avez absolument pas le niveau, la portée, l'intérêt derrière, si c'est couper l'envie d'apprendre, c'est un petit peu dommage. Donc, on commence par un test qui a une dimension ludique et qui a une dimension adaptative avec un algorithme qui est d'ailleurs en code qui est open source, qui est libre et dont la méthodologie est exposée au grand public. C'est un choix très fort que l'on a fait. Donc on a un test ludique. Je prends un exemple. Qui a modifié la page Wikipédia d'Albert Einstein le 22 mars 2016 à 1h21 ? Vous ne savez pas. Eh bien, vous cherchez, c'est une forme de défi que l'on a. Et au travers de la réponse à la question, on va mesurer des compétences de recherche d'informations, de connaissance de ce que sont des encyclopédies collaboratives, une capacité aussi un peu à avoir un certain état d'esprit dans le monde numérique de recherche. Donc, parce que c'est aussi l'esprit critique que vous enseignez chez Pix. Alors, on va travailler de l'esprit critique. Après, on n'est pas tout seul. Moi, je ne prétends pas qu'une machine puisse développer l'esprit critique, mais on pourra en parler plus longuement après. Après, on essaye d'apporter notre pierre au sujet et d'outiller, d'armer les élèves, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les actifs, les retraités, sur ce chemin en collaboration avec d'autres. Ça s'adresse donc à tout le monde. Pix, pas uniquement aux élèves. Pix, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Après, on a du travail pour faire en sorte que tout le monde, notamment quand on est le plus éloigné du numérique,
puissent en bénéficier pleinement. Et ça, c'est dans nos axes. Mais la vocation, c'est d'être utile à tout le monde. Et j'ai parlé, je me permets, je parlais de la composante test, mais le but de PIX, c'est pas de tester. Le but, c'est de tester pour fonder un développement des apprentissages, pour que les gens apprennent, ils développent leurs compétences. Et à la fin, on peut avoir un certificat. C'est pas l'horizon indépassable de l'humanité, un certificat, mais on peut avoir un certificat qui va valoriser vos compétences sur un CV, dans un parcours scolaire, parcours étudiant. Quand on était plus jeune, Jeanne, je me tourne vers vous, on avait ce qu'on appelait le B2I. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou des cours de technologie dans lesquels on apprenait les bases du numérique? Vague souvenir? Techno, mais, mais à mon lointaine époque, c'était pas vraiment encore le numérique. C'est vrai. C'était, oui, vite fait l'ordinateur, mais assez peu. Assez peu. Comment ça s'articule justement, Benjamin Marteau, PIX, avec les cours de technologie qui sont enseignés aujourd'hui dans les salles de classe? Est-ce que vous venez en complément de ces cours-là? Est-ce que c'est complètement différent? On peut aussi faire PIX à la maison. Dites-nous tout. Alors là, déjà, on est dans le contexte éducation nationale. Donc on est dans le cadre de ce que PIX fait, on va dire, de la 5e et maintenant de la 6e, parce que PIX, en 7 rentrées scolaires, arrive en 6e. C'est une nouveauté? C'est une nouveauté de la rentrée qui participe aussi d'une démarche de lutte contre le cyberharcèlement. Donc on pourra parler aussi un peu après. Mais PIX, traditionnellement, est utilisé dans l'éducation nationale maintenant depuis 2-3 ans, de la 5e jusqu'à la 2e année de classe prépa et de BTS. Donc vraiment sur tout un continuum, ce qui est assez rare d'ailleurs d'avoir un outil qui est utilisé tout au long. On est donc sur le développement des compétences numériques. On le valorise par le certificat. On permet de le tester au début de chaque rentrée scolaire. Toutes les classes d'âge, de la 5e jusqu'à la 2e année de classe prépa, doivent passer des parcours de rentrée, donc des tests qui sont un peu plus sympas que la moyenne quand même par rapport à des tests qu'on a l'habitude de faire à grande échelle et qui permettent donc de mesurer et de voir si vous avez besoin et d'alimenter les enseignants, parce que le but, c'est pas que nous on le voit, le but, c'est que les enseignants le voient pour qu'ils puissent, eux, à l'échelle de l'établissement, engager des mesures. Le lien avec la techno, alors PIX, on est sur des compétences numériques. Les compétences numériques, c'est la recherche, parce que de quoi parle-t-on? Souvent, les gens disent qu'est-ce que c'est? Compétences numériques, il y en a qui pensent que c'est dénombré, par exemple, qui pensent que c'est lié aux maths. Les compétences numériques, on est quand même dans le champ du numérique au sens informatique du terme. On a de la recherche d'information, de la communication, de la collaboration. On a des questions de bureautique, mais c'est vraiment pas que ça. On a des enjeux qui sont liés à la protection, sécurité. Donc comment je protège mes équipements, mes données personnelles, et une dimension un peu plus matérielle, hardware, ou qui c'est composant d'un ordinateur, d'un smartphone, etc. Donc ça, c'est ce que l'on vise. Par rapport aux enseignements de technologie, les enseignements de technologie, jusqu'à présent, ils allaient contenir une part. Il y avait une petite part qui avait trait au numérique. Moi, je me souviens aussi dans ma jeunesse, même si collectivement, j'espère qu'on n'est quand même pas si âgé que ça. Mais non. À nous trois. On avait à apprendre à taper. Voilà. Bien sûr. Ça fait longtemps quand même que les choses évoluent, même si ça continue à être nécessaire de savoir taper correctement à l'ordinateur. Et donc c'est une composante, mais les compétences numériques sont très très loin d'être le monopole de l'enseignement de technologie. Les compétences numériques, d'ailleurs c'est vraiment la ligne, j'allais dire officielle du ministère de l'Éducation nationale, les compétences numériques, elles peuvent se développer en cours d'histoire géo. Cours d'histoire géo, quand on parle des sources, quand on parle d'éducation aux médias, ça arrive souvent qu'on le fasse en histoire géo. C'est au cœur des compétences numériques d'aujourd'hui dont on parle quotidiennement. Ça peut se développer en français, on parle d'écrire des textes. Voilà, ça peut se développer en français. C'est vraiment toutes les compétences, toutes les disciplines peuvent apporter leur pierre. D'ailleurs, c'est le sens des programmes scolaires tels qu'ils ont été réécrits il y a quelques années. Parce que l'ambition chez PIX, ce n'est pas du tout de faire de tous les Français des développeurs, je crois. Vous constatez aujourd'hui qu'il faut engager une vraie réforme ou une formation auprès des écoliers, notamment dans les écoles, un effort national massif sur la formation au numérique. C'est important. Alors, on est convaincu que sur les compétences numériques, on a besoin d'en faire toujours plus. Il y a déjà beaucoup qui a été fait, mais on a besoin d'en faire toujours plus parce qu'on voit très bien, par l'éducation aux médias à l'information, bon, il y a des petits sujets quand même, sur tout ce qui concerne maîtriser des choses qui peuvent paraître acquises sur un ordinateur, sur traitement de texte, etc. C'est pas forcément maîtrisé, même assez rarement. C'est pas parce qu'on est agile et à l'aise sur un smartphone, pour une part des choses, qu'on est à l'aise derrière. Maîtriser ses traces en ligne, ce que l'on fait, surtout quand on est jeune. Un petit sujet. Après, nous, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Par contre, on veut qu'ils soient éclairés
que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, qu'ils puissent agir, prendre des décisions de manière éclairée. Et c'est vraiment tout le sens du travail que l'on essaye de faire. Et on va justement continuer d'en parler de toutes ces actions que vous menez, notamment dans les salles de classe, juste après le ZAP. Image, vidéo, c'est le ZAP et c'est l'œil d'Edouard Deniot. Okay. Hi there. Today I'm going to show you how you can tune physics so you can make your own tennis ball. Alright, so I already modeled my ball so we can jump straight into the physics editor. Now, with the push of a button, you can enable physics. And most of the time that's all you'll ever need to do. But we are making a ball and it needs... Retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité, Benjamin Marteau de Pix. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se pencher avec vous sur l'un de nos sens les moins étudiés, l'odorat, et ce, via le prisme de la culture et de l'art. Vous nous faites ainsi tout naturellement commencer cette chronique olfactive sur les terres de Grasse, en Provence, qu'on va pouvoir visiter d'ailleurs le week-end prochain dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, c'est ça ? Absolument. Ces Journées européennes du patrimoine, elles ont lieu ce samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre, et elles fêtent leurs 40 ans sous le signe du patrimoine vivant. Alors, quoi de mieux pour parler de ce patrimoine vivant bien que d'aller à la rencontre de ce savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui est celui des parfums en Pays de Grasse. Et les différents lieux liés de la région liés à ce patrimoine ouvrent tous leurs portes au public ce week-end. Ce sera notamment le cas du domaine de la Rose, qui appartient à la maison Lancôme. Au programme, après l'entrée en forme de haut, comme le haut de Lancôme, il sera permis aux visiteurs d'arriver dans une architecture et de visiter éventuellement la distillerie ou alors les jardins qui possèdent 163 espèces de plantes qui y sont cultivées selon l'art et de l'approche biologique. Et si j'avais envie de vous parler en fait de cette région et de cet art méditerranéen, c'est pas seulement pour prolonger les vacances d'un petit peu plus et puis prolonger aussi ces odeurs de pain et de lavande qu'on a tous en tête, mais c'est aussi parce que justement elle nous éveille, cette actualité, à ce sens qui est si méconnu, ce parent pauvre de nos 5 sens qui est l'odorat. Et qui est pourtant absolument essentiel. On l'a vu avec la crise du Covid. Comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt pour ce sens, l'odorat ? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette forme d'ignorance de l'olfaction, alors même que ce sens, il est
absolument impliqué dans notre alimentation, évidemment, mais aussi dans notre mémoire, aussi dans notre capacité d'organisation, que 75%, selon certaines études, 75% des émotions sont déclenchées par ce sens de l'odorat. Parmi les raisons de cette ignorance, eh bien, le fait que l'odorat soit difficilement partageable, difficilement reproductible. Il est aussi largement lié à des expériences infiniment personnelles et il est aussi lié plus au sensible qu'à la raison. Mais un changement majeur est intervenu après que le Covid ait rendu anosmique, donc privé de l'odorat, des centaines de milliers de personnes et sollicité du coup l'ensemble de la communauté scientifique internationale, ayant alors des répercussions sur le monde culturel. Différentes initiatives ont alors tenté d'explorer ce continent inconnu de l'olfaction, comme le musée Mauritshuis à La Haye, aux Pays-Bas, qui au printemps 2021 avait organisé une exposition qui s'appelait Sense in Color et qui permettait en fait d'explorer, grâce à un diffuseur situé en bas des tableaux, l'odeur qu'avait dû sentir un peintre en peignant des tulipes, des roses, des dahlias, ou encore ceux sentis par d'autres peintres de l'âge d'or hollandais qui pouvaient nous faire sentir les canaux pollués, l'insalubrité de certains espaces domestiques ou encore l'odeur du linge frais. Et pour cela, le musée il avait fait appel à l'IFF. L'IFF, c'est l'International Flavor and Fragrance, une des trois plus grandes entreprises de parfumerie au monde, afin de composer justement 8 senteurs associés à 8 tableaux du XVIIe siècle exposés au Mauritshuis Museum. Et ce qui est intéressant, c'est en fait l'attention à l'olfaction, eh bien, elle nous permet d'approcher l'art d'une façon plus sensible, différente du seul regard, et d'approcher une histoire des odeurs. Ça permet d'approcher une histoire de l'hygiène, une histoire de la santé, une histoire de la sensibilité qui en découle et qui est éminemment, elle aussi, culturelle. Jeanne, vous voulez dire que notre rapport aux odeurs est construit de manière sociale et historique? Est-ce qu'il y a des experts de tout ça, des historiens de l'odorat et de l'olfaction? Absolument, il existe en effet une archéologie des odeurs, sujet de recherche de l'historienne Barbara Huber, qui en fait retrace au sein de la revue Nature Human Behavior la façon dont les analyses de traces moléculaires présentes dans certains brûle-encens ou dans certains flacons de parfum, eh bien, peuvent nous faire sentir l'histoire. Et grâce au croisement qu'elle fait avec d'autres écrits venant d'antiques recettes pharmaceutiques ou cosmétiques, eh bien, elle nous permet, Barbara Huber, avec ses études, d'éclairer une histoire aussi des échanges commerciaux, puisque certaines épices ou certaines plantes médicinales étaient parfois remarquées très très loin de leur lieu de cultivation. Est-ce que les artistes, justement, arrivent à s'emparer d'un domaine qui est quand même difficilement reproductible ? Alors, oui, alors au-delà des artistes parfumeurs, on peut les considérer comme tels, hein, qui sont un peu des cuisiniers, mais de recettes dont les ingrédients se mesurent au degré de grammage au 10e près, eh bien les artistes contemporains, eux aussi, s'intéressent parfois au royaume olfactif. Ils sont assez rares, mais certains travaillent vraiment les odeurs comme une glaise. Il y a parmi eux l'artiste norvégienne Sissel Tolaas. C'est en fait un peu la star dans son domaine, qui a notamment collaboré avec LVMH, avec Estée Lauder. Elle a mis en bouteille plus de 7000 odeurs et quand on la voyait sur cette photo, il ne faut pas se fier à son allure de diva en robe de satin noir, parce que quand elle s'habille ainsi pour aller par exemple dans un vernissage, eh bien elle s'assortit d'un fumet de sans-abri dont personne ne la suspecte d'être à l'origine vu cette tenue. Et parmi ces diverses recherches, eh bien on peut évoquer celles qui l'ont conduite à rendre l'odeur d'événements historiques. Par exemple, eh bien elle a rendu l'odeur de la Seconde Guerre mondiale. Alors elle va avoir associé une odeur de sang chaud, une odeur de charogne, de poudre à canon, de moisissure, de terre humide, odeur difficilement supportable, mais elle fait aussi le portrait de ville, le portrait olfactif de ville qu'elle appelle des smellscapes. Et ainsi, elle a pu portraiturer Paris, Mexico ou Berlin. Et à travers ces différentes expériences, ce qu'elle nous dit, c'est justement à quel point les odeurs du monde naturel, du monde urbain, eh bien, elles peuvent revêtir des résonances historiques, sociales et culturelles. Oui, et puis ça permet de s'immerger aussi dans différentes époques et différents contextes, c'est ça? Absolument, et le système olfactif au niveau cérébral, il communique avec notre système limbique, c'est-à-dire ça gère nos émotions, ça gère notre mémoire.
nos facultés mémorielles. Et en fait, ça va faire partie de ce qui fait de l'odorat un élément clé de l'immersion et de l'émotionnel. Et donc, en fait, forcément, ça va être un élément clé dans cette recherche de l'immersion vers lequel les technologies de réalité virtuelle nous conduisent. Et justement, ça constitue aujourd'hui un des défis majeurs qui sont portés aux scientifiques qui travaillent à la digitalisation de l'olfaction. En fait, c'est le cœur des recherches, par exemple, d'une start-up française qui s'appelle Haribal et à l'origine de laquelle figure justement l'artiste dont on parlait, Cicel Solas. En fait, cette entreprise, elle travaille à la création d'un nez artificiel et numérique. Et ça fonctionne grâce à des capteurs sur silicium ainsi qu'à l'intelligence artificielle. Et ce nez, il est capable d'identifier aujourd'hui plusieurs centaines d'odeurs et de les numériser. C'est aussi le cas des recherches qui sont menées aux États-Unis par une autre start-up qui s'appelle OVR, qui a été la star du Consumer Electronics Show cette année qui a eu lieu à Las Vegas. Et en fait, elle permettait d'associer à un casque de VR un diffuseur d'odeurs de synthèse afin de générer simultanément au contenu audiovisuel les odeurs qui leur correspondent. Et donc, on attend avec on ne peut plus d'impatience tous les développements qui vont avoir lieu dans ce domaine de l'olfaction et de la réalité virtuelle, qui sait, pour donner lieu à la senteur d'un dinosaure, par exemple. Ça sent quoi, un dinosaure? Ou à une fleur préhistorique, où on va pouvoir éventuellement imaginer la senteur d'une ville du Moyen-Âge, ou encore celle des marchés égyptiens du 2e millénaire avant notre ère. Bref, tout ça est une affaire à suivre, fortement olfactive et fortement immersive. Et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne, pour cette chronique. Allez, nous on va rejoindre la deuxième partie du talk, puisque vous savez, on va préparer nos citoyens à réussir dans un monde de plus en plus numérique. On a commencé à en parler avec Benjamin Marteau de la start-up d'État Pix. On en parle juste après ça. Donner justement les outils nécessaires à l'information pour participer pleinement à la vie de la société et à protéger le bien-être des enfants, notamment en ligne. C'est l'objectif de votre start-up, Benjamin Marteau, Pix. On a commencé à en parler en début d'émission, mais je voudrais revenir sur un rôle absolument important qui est le rôle des parents dans l'éducation numérique des enfants. Je crois que vous avez quelque chose à nous annoncer. Vous lancez prochainement une version Pix Parents. Alors tout à fait, Pix, notre mission, elle dépasse depuis le début l'éducation nationale. Donc on commence, comme je vous le disais tout à l'heure, en 5e et maintenant en 6e, jusqu'au grand âge. Et donc les parents, généralement, ils sont dans cette catégorie, ils sont entre les deux. Néanmoins, on s'est rendu compte, d'ailleurs au travers de consultations qui avaient été conduites par le ministère de l'Éducation nationale et dans nos déploiements, que les parents avaient un besoin majeur de développement de leurs compétences numériques. Alors, de quoi on parle concrètement? Vous êtes parent, vous vous retrouvez dans une double situation avec le même enfant, c'est que vous êtes parent d'élève et vous vous retrouvez en contact avec l'institution scolaire, l'établissement, le collège, le lycée, qui très souvent va avoir un outil numérique au travers desquels des messages, vous allez recevoir des messages. Ça présuppose un certain nombre de compétences derrière. On considère que c'est une responsabilité, d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale considère aussi que c'est de sa responsabilité que d'accompagner les parents pour qu'ils soient pleinement à l'aise avec ces outils qui deviennent des passages obligés dans la vie d'un parent d'élève. On est parent d'élève, mais aussi parent d'un enfant, de son enfant qui se retrouve confronté au monde numérique avec ses risques, avec ses opportunités aussi. Le monde numérique, on parle souvent des risques, c'est pas que des risques, c'est aussi plein de bonnes choses que l'on peut faire, que l'on peut apprendre grâce au numérique. Et ça mobilise encore plus de compétences. Et on essaye, alors, ce que l'on propose au travers de Pix Parents, qui est donc un programme qui est soutenu par le ministère, et qu'on est en train de construire en relation d'ailleurs avec les acteurs de la parentalité. C'est donc des tests, vous allez avoir des tests pour savoir où vous en êtes et on va vous recommander des contenus de formation pour que vous puissiez développer vos compétences. C'est pas à nous, ni à Pix, ni au ministère de l'Éducation nationale de dire aux parents ce qu'ils doivent faire, que ce soit très clair. On va pas certifier non plus là-dessus. Par contre, on veut donner à tous, on veut essayer de faciliter l'accès à tous aux compétences, à la maîtrise, à la compréhension pour que les parents ensuite puissent faire leur choix. Dans le rapport aux écrans, par exemple. Le numérique, vous le disiez, c'est aussi tout un tas d'opportunités. En quoi les
compétences numériques qui sont essentielles aujourd'hui et dont vous contribuez à l'apprentissage des enfants, en quoi elles permettent aussi de travailler sur l'employabilité des jeunes aujourd'hui, des adolescents? Comment est-ce qu'ils peuvent se préparer grâce au numérique à trouver un travail demain? Alors, la question de l'employabilité, elle ne se résume pas aux jeunes avec le numérique. Parce elle est large. Par exemple, PIX, on travaille avec Pôle emploi, avec le soutien du ministère du Travail. Et chaque année, on a un peu plus de 500 000 demandeurs d'emploi qui passent du PIX. Et on voit qu'il y a des enjeux majeurs de développement, que ce soit pour accéder au service de Pôle emploi, ça c'était côté demandeur d'emploi, pour rechercher un emploi ou pour avoir un emploi, pour être employable, comme on peut le dire parfois. Pour les élèves, alors là, je ne parle pas tant des élèves qui sont directement collège, mais plutôt dans la phase à partir de 16 ans. Déjà, on a un enjeu majeur dans les relations, quel que soit son secteur d'activité, dans le monde professionnel, l'interaction avec l'employeur, pour des choses toutes bêtes, des fiches de paie ou des choses comme ça, ça passe par les mails, ça passe par du mail. Le mail n'est pas quelque chose d'extrêmement maîtrisé du côté de nos jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser. Non, parce que les usages du mail, souvent, ils se résument à ce qui permet d'accéder à un réseau social. C'est plutôt une boîte qui sert pour retrouver une identité numérique, mais c'est pas tant, et ça présuppose une maîtrise de l'écrit, en plus, qui est non négligeable. Donc, on a ces enjeux-là. On a des enjeux de recherche d'information. Alors, recherche d'information, ce n'est pas la compétence sur laquelle ils sont moins à l'aise. On observe quand même qu'en termes de recherche d'information, les résultats sont plutôt bons. La question est plutôt celle du rapport aux sources, qui peut avoir un enjeu majeur dans le monde professionnel. Je termine juste sur un point, l'identité numérique. L'identité numérique que l'on a en tant que professionnel, je ne sais pas, quand vous candidatez à un poste, un employeur, il peut quand même regarder faire un petit tour sur Internet pour voir ce que vous postez sur les réseaux sociaux. C'est une compétence numérique que d'avoir conscience de ça. Nous, on ne vérifie pas ce qu'ils font. On aimerait qu'ils aient conscience d'eux. Et c'est important aussi pour la fracture numérique, pour l'égalité des chances aussi. Et c'est ce que vous faites, c'est la mission que vous vous êtes donnée chez PIX, qu'on a souhaité vous mettre en avant aujourd'hui, qui offre les compétences nécessaires, vous l'aurez compris, pour naviguer efficacement et de manière tout à fait sécurisée dans le monde digital qui nous entoure. Et c'est important. Alors merci à vous, Benjamin Marteau, d'être venu sur le plateau de l'École du Futur, nous présenter toutes vos actions et vos nouveautés. Merci. Merci à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été là tout au long de l'émission. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve demain dans l'École du Futur. Ciao.